Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au TVC Nouvelles du 7 mai spécial COVID. En manchette aujourd'hui, 2 décès à la résidence de Pinecrest, période d'allègement des tarifs d'électricité en Ontario, aucune date concernant la réouverture des écoles et l'ouverture du dépotoir de Clarence Rocklin et le mois de mai, mois de la prévention de l'agression sexuelle en Ontario. Alors, on débute ce soir avec le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario qui a signalé lundi dernier les 2 premiers décès liés à la COVID-19. Les victimes sont mortes dimanche dernier à la Maison des soins infirmiers de Pinecrest à Plantagenet. Dans un communiqué, le BSEO, dis-je bien, a fait savoir que les 2 personnes sont une femme septuagénaire et un homme octogénaire. Ils sont morts à la suite de complications liées à la COVID-19. Eh bien, pour le BSEO, tester le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée reste une priorité. Les tests de dépistage sont en cours dans tous les établissements sous son autorité, lesquels devraient être terminés ici, quelque part cette semaine. Le nombre total de cas confirmés de la COVID-19 dans l'Est ontarien est maintenant de 111, ce qui représente une hausse de 8 cas en 24 heures. Selon le Dr Paul Roumeliotis du Bureau de santé de l'Est ontarien, 7 de ces 8 nouveaux cas ont été détectés à la maison de soins infirmiers de Pinecrest à Plantagenet, soit 5 résidents et 2 employés. Il y a toujours, tant mieux, il n'y a aucun cas de COVID-19 qui a été détecté parmi les employés et les bénéficiaires de la résidence de Prescott et Russell à Hawkesbury. Quelques 300 tests de dépistage avaient été faits la semaine dernière. En date de lundi dernier, un total cumulatif de 101 cas de la COVID-19 avait été confirmé sur le territoire de l'Est ontarien. De ce nombre, 2 personnes sont aux soins intensifs, dis-je bien, et 54 sont maintenant guéries de la maladie. Depuis le début de la pandémie, les centres d'évaluation du BSEO ont effectué 2669 tests de dépistage de la COVID-19. Alors, bonne nouvelle pour plusieurs, parce que le gouvernement de l'Ontario prolonge jusqu'au 31 mai la période d'allègement des tarifs d'électricité pour les familles, les exploitations agricoles et les petites entreprises de la province. Ça, c'est afin de les aider à faire face aux conséquences de la pandémie. Donc, les clients assujettis à la tarification selon l'heure de consommation, ils vont continuer de bénéficier du tarif le plus bas, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'allègement des tarifs d'électricité, initialement prévu pour une période de 45 jours seulement à compter du 24 mars dernier, a été renouvelé en vertu d'un nouveau décret, un décret d'urgence pris en application de la loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence. La période de prolongation devrait durer 24 jours. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré que pendant cette période sans précédent, de nombreux Ontariennes et Ontariens ont du mal à payer leurs factures alors qu'ils font leur part pour arrêter la propagation du virus en restant chez eux. Les agriculteurs et les propriétaires d'entreprises qui ont fermé ou qui ont subi une réduction du nombre de clients rencontrent les mêmes difficultés. Et il a tenu à souligner que malgré les progrès croissants dans la lutte contre la pandémie, nous ne sommes pas encore hors de danger. En prolongeant la période d'allègement des tarifs d'électricité, le gouvernement Ford désire remettre de l'argent dans la poche des gens jusqu'à ce qu'ils puissent retourner au travail et que les entreprises puissent, elles, rouvrir. Concernant les écoles, c'est par étapes que la plupart des gouvernements doivent maintenant se déconfiner, même si aucune date n'a été arrêtée par Queen's Park. En choisissant de ne pas ouvrir les écoles, du moins avant la fin du mois de mai, le premier ministre ontarien en a surpris quelques-uns. C'est qu'il veut, a-t-il dit, protéger les enfants. On écoute Sylvain Mador, un enseignant de Rocklin, qui nous en dit un petit peu plus long sur la situation des écoles. On l'écoute. Alors, M. Mador, il y a une entente de principe qui a été conclue dernièrement.
avec le personnel de soutien de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario. Est-ce que vous avez vous en savez plus sur cette entente-là? Non, pas de leur côté, parce que ça, c'est pas mon syndicat, ça on parle de la FESO. Ouais. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que les 4 syndicats en éducation en Ontario en sont venus à une entente. Pour ce qui est de la FO, qui touche les enseignants franco-ontariens, ouais. Non seulement il y a eu une entente, mais ça a été aussi ratifié par ses membres. Donc, on a accepté l'offre. Et puis, donc, c'est chose faite de ce côté-là. Bon. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais il n'y a pas d'école. Mais il n'y a pas d'école. Ceci dit, ça nous permet, parce qu'on est techniquement encore en grève de zèle, et puis ça nous permet de faire de l'extra, comme moi, je peux m'occuper de certains dossiers qui touchent le climat scolaire. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, même en isolement pour nous. Et, veut pas, ça nous enlève un poids, ça nous enlève un stress aussi, que s'il y a un retour en classe cette année, ou que ça aille en septembre, ben il y a comme cet obstacle-là de moins dans le chemin. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous pensez que vous allez, les enfants, les jeunes, vont retourner à l'école avant la fin du mois de juin, ou vous pensez plus que ça va aller vers septembre? C'est une excellente question. Tout le monde se pose cette question, ouais. Même le gouvernement lui-même. J'ai l'impression qu'en ce moment, le Canada va avoir les yeux rivés sur le Québec pour voir comment ça va de leur côté, de ce côté-là. C'est exactement ce que je dis, oui. Surtout si on prend en considération qu'eux comptent un plus haut nombre de cas. Exact. Il y a encore des endroits chauds comme Montréal que c'est retardé. Ouais. Mais ceci dit, je pense qu'on va regarder comment ça se passe de ce côté-là. L'Ontario me semble très prudent dans sa prise de décision. Ouais. Pour l'instant, on parle du 31 mai. Pardon. Mais tous les scénarios sont ouverts. Et s'il y a un retour à l'école, puis les gens disent, ben oui, mais là, c'est quoi le point d'y aller pour 2-3 semaines? C'est pas pour les 2-3 semaines, c'est juste pour déconfiner tranquillement, enclencher le processus. Que ce soit 2 semaines ou 2 mois, c'est pas ça le point. Le point, c'est juste le processus, la façon de faire, comment on peut s'y prendre. Et puis, si on retourne, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de mesures en place dans les écoles. Moi, j'ai vraiment confiance dans les professionnels qui prennent les décisions. S'ils ouvrent les écoles, c'est parce que c'est sécuritaire de le faire et que la courbe est vraiment en train de baisser en Ontario. Donc, vous voyez ça d'un bon œil si l'école reprenait juste pour 2 ou 3 semaines? Vous voyez ça d'un bon œil? Je vais parler pour moi. C'est certain qu'il y a des inquiétudes et on va certainement comprendre les inquiétudes des parents. Et j'ai l'impression que l'Ontario va faire comme le Québec. Ça va être optionnel. Ça va être au choix du parent de renvoyer leurs enfants ou non. Okay. Je pense pas qu'on peut imposer dans un contexte actuel. Moi, je le vois d'un bon œil dans ce sens que on retourne dans notre salle de classe, il y a une structure un peu mieux établie, et pour nous, et pour les élèves, et pour l'administration. Et j'ai confiance dans les professionnels qui vont prendre la décision que si ça se fait, que c'est sécuritaire de le faire. Mais on verra. Le temps dira, le gouvernement dira. D'accord. Et puis, comment ça se passe pour vous, pour les autres profs aussi, l'école à la maison, l'école web? C'est tout un ajustement pour tout le monde. Les enseignants, les éducatrices, les directions, les parents, évidemment, les enfants, les élèves et les conseils scolaires. C'est un ajustement pour tout le monde. Ça a été un peu difficile dans les premières semaines. Là, j'ai l'impression qu'on a pogné le roulement, on a pris le roulement. Oui, bien, c'est une adaptation, hein? C'est une adaptation. C'est là qu'on s'est rendu compte aussi on pense qu'en 2020, tout le monde est super bien connecté. Il y a encore dans les milieux reculés, dans les milieux ruraux, où on n'a pas l'Internet à haute vitesse. C'est vrai. On n'a pas des appareils non plus de dernier cri capables de prendre la demande. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? L'école a fourni des appareils à ceux et celles qui en avaient besoin. Et puis, on essaie de répondre de notre côté du mieux possible. Il y a encore des obstacles. J'ai l'impression qu'il va toujours en avoir. Ouais. Moi, c'est certain que ma réalité en 7-8 n'est pas la réalité chez les plus petits. Ouais. Maternelle, jardin, qui ne sont pas tout à fait aussi autonomes et qui demandent un accompagnement du parent plus accru.
Donc, ça touche aussi beaucoup les parents, puis on sympathise beaucoup avec ces situations-là. Puis ça se passe bien avec les élèves parce que vous les rencontrez en groupe, j'imagine? Oui. On les rencontre virtuellement. Toute la classe ensemble, tous les élèves ensemble qui sont branchés? C'est ça. Ah ouais. C'est pas nécessairement de l'enseignement en ligne, c'est de l'accompagnement en ligne. On va les diriger dans des travaux à compléter. Et puis, mais les élèves ont l'air d'être contents de se voir et de nous voir. Et nous, on est contents de les voir aussi. Et puis, ça nous permet, ces rencontres-là, de faire un petit, excusez l'anglicisme, de faire un petit touch base, comment ça va dans les travaux, comment ça va à la maison. Et puis, le restant du temps, l'élève est beaucoup plus appelé à lui-même à faire son travail. OK. Puis pour vous, est-ce que c'est une facilité de faire ça, pas collé sur les élèves, là, mais via le web? Ça a ses défis. Ouais. On préfère de loin la salle de classe. Les élèves, il y en a qui sont contents parce qu'ils peuvent se lever un peu plus tard ou après ça, ils décrochent. Après, ils ont plus de flexibilité dans leur horaire et nous aussi. C'est vrai? On préfère la salle de classe, c'est certain. Est-ce qu'on s'en irait pas vers une nouvelle forme d'enseignement avec ça? Je ne crois pas. Non? Moi, je pense que vraiment, on a, puis c'est peut-être ce qui a poussé aussi les ententes avec le gouvernement. On s'est rendu compte, les élèves se sont rendus compte et surtout les parents se sont rendus compte à quel point l'école en ligne, c'est demandant. Ah oui. Ah, ouais, ouais. L'élève doit se structurer par lui-même, puis c'est pas évident, tandis qu'à l'école, la structure, elle est établie. Puis les parents se rendent compte aussi que c'est demandant, même si le gouvernement parlait de cours en ligne pour les plus vieux, mais même les plus vieux et les ados, eux, quand ils n'ont pas de structure, c'est pas évident. C'est pas facile, non. Eh bien, Monsieur Mador, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. C'est avec consternation qu'on apprenait la fermeture permanente de 15 journaux locaux en Ontario et au Manitoba aussi, en raison d'une chute majeure de leurs revenus publicitaires depuis le début de la crise de la COVID-19. C'est que cette crise-là s'est avérée particulièrement désastreuse pour la presse locale, qui était elle était déjà très fragile et qui se voit complètement atterrée en raison des répercussions négatives immédiates de la pandémie. Cette fragilité s'intensifie à plusieurs niveaux pour les journaux communautaires locaux qui desservent des populations francophones en situation minoritaire. L'APF tire donc la sonnette d'alarme alors que plusieurs de ces journaux membres rencontrent aussi d'énormes difficultés, dis-je bien, depuis le début de la pandémie, directement reliées à la chute de leurs revenus publicitaires. Oui, les gens ne veulent pas annoncer. Et à plusieurs inévitables mises à pied. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé des fonds d'urgence ainsi que plusieurs autres assouplissements et mesures spéciales, mais encore, aucune annonce n'a été faite spécifiquement pour appuyer les médias communautaires de langue officielle en situation minoritaire. Eh bien, plus de 7 millions de Canadiens ont rempli le formulaire d'aide, les gens qui ont perdu leur travail, par exemple. Pourtant, certains d'entre eux n'ont pas droit à ces 2000 $ mensuels que le gouvernement fédéral offre pendant 4 mois. Donc, la prestation canadienne d'urgence permet aux Canadiens qui ont perdu leur emploi de toucher 500 $ par semaine, ça durant 4 mois, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle peut être déposée directement dans le compte bancaire de la personne ou livrée par chèque, par la poste. La porte-parole de l'Agence du revenu du Canada, Pamela Tourigny, eh bien, elle affirme que ceux qui reçoivent de l'argent, ce montant d'argent d'aide, et qui n'y ont pas droit, seront assurément retracés, ça c'est certain. Pour être admissible à la PCUP, un demandeur doit être un résident canadien de plus de 15 ans qui a été contraint justement de cesser de travailler en raison de la pandémie. Le demandeur doit également avoir gagné au moins 5 000 $ au cours des 12 derniers mois et s'attendre à gagner moins de 1 000 $ par mois lors de la perception de la prestation. Et puis, cette aide-là est imposable. Elle doit être déclarée.
Les Canadiens recevront à cet effet des feuillets d'impôt T4A sur lesquels figureront les montants qu'ils ont reçus. Mais on revient à Rockland, bonne nouvelle, parce que le dépotoir municipal qui est situé à Bourgette sur le chemin Lalonde, ben, il a rouvert le 5 mai dernier. Cette ouverture inclut les centres de recyclage pour métaux, produits domestiques dangereux, pneus, ainsi que les résidus d'herbe et de jardin. Ça, les gens avaient hâte de s'en débarrasser, je pense bien. Les heures d'ouverture régulières d'été seront en vigueur après cette période. Et puis, ça va aussi empêcher peut-être des délinquants qui sont allés jeter leurs déchets dans la forêt Larose. Ça, c'est un truc impensable, c'est tuer la nature. La cité de Clarence Rockland demande aux résidents de ne pas payer avec de l'argent comptant quand ils vont au dépotoir. Elle rappelle qu'un nombre restreint de véhicules est permis sur le site en même temps. Mais ceux qui se présentent au dépotoir doivent également présenter leur permis de conduire au préposé à travers leur fenêtre fermée pour confirmer la preuve de leur résidence. La cité de Clarence Rockland anticipe accueillir un nombre élevé de visiteurs dans les premières semaines suivant la réouverture. Elle étudiera cependant et ajustera aux besoins les mesures établies en tenant compte du volume, de la sécurité et des files d'attente potentielles avant d'annoncer la fin de semaine gratuite. Alors, le mois de mai est le mois de la prévention de l'agression sexuelle en Ontario. Action ontarienne contre la violence faite aux femmes s'inquiète que la crise actuelle de la COVID-19 n'entraîne une hausse de la violence conjugale et intrafamiliale, notamment une hausse des cas d'agression à caractère sexuel. La directrice générale explique, elle, que les mesures de confinement en Ontario servent à freiner, certes, la propagation du virus, sont nécessaires, mais que le domicile, lui, n'est pas vraiment un lieu sécuritaire pour certaines femmes et filles qui ne sont pas toutes en sécurité chez elles pendant cette COVID-19-là. Il est important qu'elles sachent que les organismes en violence faites aux femmes offrent toujours des services sécuritaires pour elles pendant la pandémie, oui, et qu'ils sont là pour aider les femmes et filles victimes d'agressions à caractère sexuel. Le fait qu'il n'y ait pas de stratégie provinciale globale de lutte contre la violence faite aux femmes inquiète aussi l'organisme de protection qui revendique depuis plusieurs années la mise en place d'une stratégie provinciale et d'une meilleure collaboration interministérielle nécessaire pour lutter efficacement contre la violence faite aux femmes. Alors, une telle stratégie est encore plus importante pendant cette crise qui exige qu'une réponse globale et concertée soit apportée aux nombreux défis que les femmes et les filles rencontrent. La directrice explique aussi que pendant cette période de confinement, il est encore plus important que les proches d'une femme ou d'une fille aux prises avec la violence gardent le contact et que les professionnels qui les côtoient soient sensibilisés et puissent les aider. Voilà pour ça. Et cette semaine marque encore, puisqu'on est jeudi, la 25e semaine de la sécurité civile au Canada. La cité de Clarence Rockland profite de l'occasion pour rappeler aux résidents l'importance d'être prêt à affronter n'importe quelle urgence. Malgré la pandémie, il est important de ne pas oublier les autres urgences potentielles. Au cours des 3 dernières années, la communauté a subi un large éventail d'urgences. Elle a fait face à des inondations, à des tempêtes de verglas et de vent, très fort vent. Et maintenant, c'est la pandémie. Le directeur du service de la protection pour la cité de Clarence Rockland, il rappelle aux résidents qu'il est extrêmement important de prendre des mesures pour s'assurer d'être prêts à prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille pendant au moins 72 heures. Et on reste toujours à Rockland. Le service des incendies de Clarence Rockland invite ses citoyens à faire davantage preuve de prudence alors que les décès liés aux incendies ont augmenté de 65 % en Ontario en un an seulement. Du 1er janvier au 4 mai 2020, 51 personnes ont perdu la vie dans des incendies à travers la province. C'est beaucoup. Et pour le seul mois de mars 2020, 17 Ontariens ont perdu la vie dans un incendie.
Le chef du service des incendies de la cité de Clarence-Rocklin, Brian Wilson, soutient qu'il revient à tous les résidents de la municipalité d'éviter pareille tragédie. M. Wilson souligne qu'il est très important de demeurer dans la cuisine pendant la cuisson des aliments, de s'assurer de bien éteindre les cigarettes, si possible, vous fumez dehors, et les chandelles, bien les éteindre avant de quitter une pièce. Et aussi de vérifier les avertisseurs de fumée. Et le chef de pompiers rappelle enfin qu'il est toujours interdit de faire des feux à ciel ouvert dans la cité. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce TVC Nouvelles spécial COVID du 7 mai. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.